Bonjour François-Xavier Carayon. Nous Bonjour. sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau et devant les caméras d'Omerta pour votre livre Les États prédateurs, qui vient de paraître chez Fayard et qui est sous-titré Fonds souverains et entreprises publiques à la conquête de l'Europe. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire ce livre ? Qu'est-ce qui a déclenché chez vous cette réflexion sur les entreprises françaises et européennes rachetées par des fonds souverains extra-européens? Ça fait une dizaine d'années que je suis consultant en stratégie. Alors le terme ne veut pas dire grand-chose. En clair, ça veut dire que je conseille des dirigeants de grandes entreprises, majoritairement françaises et européennes. Et quand on fait ce métier, que font beaucoup de gens de ma génération, qui sortent des grandes écoles, des formations un peu dites d'élite, dans le fond, on fait deux choses. Soit on rafistole les entreprises européennes qui sont en difficulté, soit on fait des fusions-acquisitions, et très concrètement, ça veut dire qu'on passe du temps à vendre ce qui reste de bijoux industriels ou technologiques français et européens. Donc, par cette expérience professionnelle, j'allais dire, j'ai voulu pousser une sorte de cri d'alarme en disant, en essayant de mettre en lumière le phénomène des acquisitions étrangères. Alors, il est bien connu, évidemment. Tout le monde connaît le rachat d'Alstom par GE, Lafarge-Holcim, etc., Pechiney avant. Mais ça, dans le fond, c'est les grandes cathédrales de l'économie. Et derrière ces grandes cathédrales de l'économie qui peuvent être achetées, il y a toutes les églises de campagne que sont nos ETI, nos PME, et qui sont rachetées dans l'ombre, et en particulier de plus en plus par des pays en développement. Alors, aux origines des fonds souverains, il y a notamment la manne pétrolière, et c'est dans le Golfe qu'on a vu dans les années 50 apparaître ces premiers fonds souverains. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quel est le principe d'un fonds souverain et quel est leur lien originel avec effectivement la manne pétrolière ou gazière? Exactement, le premier fonds souverain apparaît au Koweït en 1953. À la suite, pas mal d'États du Golfe vont se doter de fonds souverains assez similaires. Le but, au départ, c'est vraiment un instrument financier à vocation domestique. C'est-à-dire, c'est de réinvestir les excédents générés évidemment par la vente de pétrole, de gaz naturel, etc. De le réinvestir pour pour constituer une sorte d'épargne d'avenir, ou alors pour lisser les fluctuations dans les revenus budgétaires nationaux. Donc, c'est vraiment un outil d'abord technique, économique, dont vont se doter donc un grand nombre d'États, pas seulement au Moyen-Orient, mais ensuite un peu partout dans la planète, partout où il y a des ressources finalement d'hydrocarbures, donc y compris en Amérique latine et ailleurs. Et ce que je raconte dans ce livre, c'est que le rôle de ces fonds souverains va évoluer à partir des années 2000, d'outils domestiques, ça va devenir un outil d'investissement international. Donc ça n'a plus simplement une vocation d'aller pérenniser la richesse de ces pays-là, mais d'aller aussi chercher, de partir à l'assaut des marchés internationaux pour aller récupérer les meilleurs atouts là où ils se trouvent, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou ailleurs. Alors, on voit aussi dans votre ouvrage une Europe qui apparaît très démunie face aux stratégies de ces fonds souverains, de ces stratégies prédatrices. Qu'est-ce qui explique le manque de ressort des États européens, qui ont pourtant une histoire multiséculaire? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont si sensibles, si fragiles vis-à-vis de ces fonds souverains? Je pense qu'il y a d'abord une raison idéologique et culturelle peut-être. Il faut se remettre dans le point de départ finalement de ma réflexion, c'est le monde, la page qui s'ouvre avec la chute du mur de Berlin, avec les années 90. Alors moi je naissais à peine à l'époque, mais je me suis replongé très en détail dans la presse, dans les livres qui sont parus dans les années 90. Vous savez, c'est La mondialisation heureuse, bien connue d'Alain Minck, le livre de Jacques Attali. Ça, c'est un peu la face émergée de l'iceberg. Mais en lisant très en détail cette littérature, on comprend comment après la chute du communisme, l'Europe va finalement penser que les rapports de force internationaux sont voués à disparaître, que le rôle de l'État dans l'économie est lui aussi voué à disparaître, et va chercher d'une certaine façon, cette Europe, à rattraper le monde anglo-saxon dans sa modernité, ou dite modernité libérale. Donc il y a un vrai désarmement, finalement, alors même que du côté des pays en développement,
là où, disons, des vagues de privatisation avaient eu lieu, y compris en Chine, en Inde, dans les pays asiatiques, moyen-orientaux, des vagues de privatisation très importantes ont eu lieu dans les années 80-90. Ces pays-là, ces nouvelles puissances issues du monde en développement, vont reprendre confiance dans le rôle de l'État, vont lui redonner un rôle en particulier d'investisseur, ce que je raconte dans le livre, là où nous, on pense que l'État doit laisser finalement le marché opérer. Donc il y a ce cadre idéologique très puissant qui va se mettre en place et dont on peine encore à sortir. Je vous donne juste une anecdote. J'étais ce matin à un petit déjeuner au Sénat et on était reçu par un sénateur, par un associé d'une grande banque d'affaires et par quelques chefs d'entreprise et directeurs financiers. Et puis on nous expliquait en introduction, le thème était la souveraineté économique, et on nous expliquait en introduction que d'une certaine façon, il fallait faire le deuil de la question de la souveraineté, que l'indépendance stratégique était un mythe, qu'on était dans un monde d'interdépendance et que c'était justement cette interdépendance, cette ouverture qui avait fait notre richesse et qu'il ne fallait pas l'oublier. Donc, alors même qu'avec la crise du Covid, on a cru voir un certain nombre on a cru voir émerger une forme de réveil, on voit que les élites économiques ont quand même encore du mal à comprendre le jeu, les règles du jeu de la mondialisation actuelle. Mais on hésite entre la naïveté et la duplicité. Oui, c'est une question que je me suis posée souvent sur de nombreux cas, parce que dans ce livre, j'analyse un très grand nombre d'opérations dans des secteurs stratégiques, et j'essaye de comprendre à chaque fois quelles étaient les motivations des dirigeants de ces entreprises-là, des pouvoirs publics qui ne sont pas toujours intervenus, même quand ils étaient au courant des opérations qui se déroulaient. Et sur la question des élites économiques et de leur rôle, évidemment, elles ont un intérêt finalement à ce que ces opérations se réalisent. C'est-à-dire que quand on est consultant en stratégie, donc qui est mon métier, quand on est banquier d'affaires, quand on est avocat d'affaires, le but c'est de faire, dans le langage anglo-saxon, des deals, c'est-à-dire de réaliser ces mariages entre entreprises. Alors que ça aille dans un sens ou dans un autre, d'une certaine façon, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de réussir ce deal. C'est évidemment une source de revenus financiers, mais c'est aussi une source de prestige, c'est-à-dire participer aux plus gros deals, les plus structurants, ceux qui remodèlent l'industrie dans un sens ou dans un autre. Alors, passons à quelques cas concrets. On s'aperçoit par exemple que la Chine a une stratégie de rachat des infrastructures de transport. Alors, vous parlez du port du Pirée dans votre livre, mais moi, j'avais été assez surpris de voir que, en allant en Albanie, que l'aéroport de Tirana arborait des drapeaux chinois. Pas seulement pour une nostalgie maoïste, mais parce que l'aéroport de Tirana a aussi été racheté. Je crois que la question aussi de l'aéroport de Toulouse. Ouais. Quelle est la stratégie chinoise sur ces pans de notre économie en termes d'infrastructure? Ouais. Il faut faire la distinction entre deux types d'investissements en Europe ou en France. Il y a des investissements, c'est-à-dire des acquisitions d'entreprises françaises ou européennes qui ont pour but d'aller chercher nos meilleurs atouts économiques. C'est-à-dire c'est de la prédation industrielle ou technologique. Donc l'idée pour les États prédateurs dans ces cas-là, comme la Chine et bien d'autres, c'est d'aller d'une certaine manière stimuler leur rattrapage économique ou même de prendre de l'avance en allant chercher nos meilleurs savoir-faire, nos meilleures expertises. Et puis il y a un autre type d'investissement qui sont les investissements que vous mentionnez dans des infrastructures critiques principalement ou dans d'autres actifs, vous voyez, vitaux pour notre vie collective. Et ces investissements, ils ont plutôt pour vocation à aller créer une forme de dépendance stratégique à l'égard des puissances qui pilotent ces investissements. Donc quand la Chine rachète le port du Pirée ou d'autres infrastructures critiques, elle se met en capacité d'acquérir une capacité de menace sur le continent européen. Pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, le port du Pirée était évidemment dans la lumière médiatique, mais derrière le port du Pirée, en réalité, 14 ports européens sont passés sous pavillon chinois. Et ce qui est important de comprendre, c'est que quand Pékin, puisque c'est Pékin derrière, ce n'est pas des entreprises privées chinoises, c'est pour l'essentiel des entreprises publiques chinoises, pilotées par le Parti communiste, quand Pékin rachète des infrastructures critiques comme ça, ils ne se contentent pas d'investir financièrement au capital, comme on l'entend souvent naïvement dans la presse, mais ils nomment aussi des dirigeants opérationnels à la tête de ces entreprises-là, qui permettent de poser un certain nombre de choix, c'est-à-dire d'utiliser des technologies IT locales, nationales, domestiques, chinoises, etc. dans ces actifs-là. Et en clair, ils se donnent la capacité d'aller potentiellement saboter ou interrompre en tout cas
la continuité des opérations de ces infrastructures. Donc 14 ports européens, un peu partout, notamment sur la côte méditerranéenne, de Valence à Bilbao, etc. Mais ça touche aussi des infrastructures extrêmement critiques comme les réseaux électriques et les réseaux gaziers. Je détaille ça assez précisément dans le livre, et notamment comment le Portugal a cédé à la Chine ces réseaux électriques et gaziers, comment Malte a fait de même, comment la Grèce fait de même, etc. L'Italie a plus ou moins résisté. Mais voilà, la question qu'il faut se poser derrière, c'est quelle capacité auront les États européens, par exemple dans une crise entre la Chine et Taïwan, si la France, l'Europe veut se lever face à une invasion chinoise, quelle capacité aura la France à se lever, alors même que le flux de marchandises qui arrive en Europe passe essentiellement par ces points d'entrée que sont ces ports, que l'énergie transite évidemment par les réseaux électriques et gaziers, et du fait de l'interconnexion européenne évidemment. Quand on ferme le robinet au Portugal, on ferme le robinet aussi dans le sud de la France. Donc quelle capacité aurons-nous à dire non à la Chine ? Alors, autre cas emblématique cette fois-ci en France, l'affaire Alstom. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'histoire des influences américaines en termes de fonds souverains et d'investissements américains en Europe ? Alors la particularité en réalité des Américains, c'est ils n'utilisent pas les mêmes outils que les nouvelles puissances en développement. Juste pour revenir une seconde sur les États issus du monde en développement, donc on parlait de la Chine tout à l'heure, mais en fait, il faut comprendre que le modèle chinois a essaimé un peu partout en Asie et au Moyen-Orient. On retrouve les mêmes outils, donc fonds souverains et entreprises publiques qui sont transformés en investisseurs internationaux. On les retrouve en Inde, en Malaisie, à Singapour, considéré pourtant comme un des pays les plus libéraux au monde, un peu partout dans les pays du Golfe, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, bien sûr, qu'on connaît bien en France, etc. Donc ça, c'est des outils un peu particuliers parce que c'est des outils publics, pilotés, j'allais dire quasi pilotés par le gouvernement. Aux États-Unis, la situation est un peu différente. Il n'y a pas d'entreprise publique, d'abord aux États-Unis, et il y a des fonds souverains, mais qui ne sont pas du tout des outils de guerre économique. C'est des outils d'investissement très classiques qui ont des objectifs financiers. En revanche, les États-Unis sont dotés d'autres armes. D'abord, son secteur privé est d'une certaine façon beaucoup plus au service des intérêts stratégiques nationaux. Donc il n'y a pas besoin qu'une entreprise soit publique d'une certaine manière pour qu'elle concourt aux intérêts stratégiques aux américains. Il y a une sorte d'alignement assez naturel, même s'il y a une concurrence entre les groupes privés américains. Il y a, in fine, une forme d'alignement sur les intérêts de Washington. Donc ça, c'est une particularité. Et puis deuxièmement, il y a les outils bien connus dont vous avez souvent parlé aussi sur votre site ou sur votre chaîne, notamment l'extraterritorialité du droit américain. Donc quand on prend le cas Alstom, on a un peu un mélange de tout ça. C'est-à-dire, on a d'abord l'extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire la capacité des États-Unis à aller imposer leurs normes à l'extérieur de leurs frontières, donc y compris en Europe. En imposant leurs normes, on pourrait se dire c'est très bien, ça contribue, un peu naïvement, ça contribue à une forme d'harmonisation des règles de droit au niveau international. Mais le problème, c'est qu'ils utilisent évidemment cette extraterritorialité du droit américain à des fins politiques, c'est-à-dire à des fins de déstabilisation d'entreprises. Et ensuite, les groupes privés sont en capacité d'aller acheter les entreprises qui ont été déstabilisées. Dans le cas d'Alstom, on n'est pas en capacité, en tout cas moi je ne suis pas en capacité d'aller prouver la conjonction des deux outils, ou plutôt la coordination des deux outils, mais on voit que en termes de séquence, que d'abord l'extraterritorialité du droit américain a permis de mettre en difficulté financière très forte Alstom, et ensuite un groupe américain s'est proposé de racheter une partie d'Alstom, la partie énergie. Alors, comment peut-on réagir ? Y a-t-il des prémices de réaction ou est-ce que la Commission européenne d'un côté, le gouvernement de l'autre, français, ont tiré un trait sur la défense de nos intérêts stratégiques en termes économiques ? Alors, il faut traiter la France et l'Europe peut-être différemment. En France, il existe un dispositif de filtrage des investissements étrangers. On appelle ça le dispositif IEF. Et donc, en théorie, il est en capacité de nous protéger. Le bilan annuel a été révélé il y a 2 semaines à peine. Et donc, on voit qu'un certain nombre d'opérations ont été bloquées ou assorties de conditions
pour pouvoir être réalisés. Donc il existe ce dispositif. Quand on regarde un peu en détail, ce dispositif, il touche plein de secteurs. Donc ça veut dire que Bercy est en capacité d'aller empêcher un investissement dans plein de secteurs différents, pas seulement le secteur de la défense. Mais en revanche, le critère pour bloquer l'investissement, c'est une atteinte à la défense nationale, à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la sécurité collective. Et donc ça veut dire que ces critères-là, ils sont très attachés à une notion sécuritaire très physique. C'est-à-dire que si nos intérêts économiques, technologiques, etc. sont menacés, le dispositif français n'est pas en capacité d'aller filtrer la menace, n'est pas en capacité d'aller bloquer l'investissement étranger. Et ça, c'est assez dramatique parce que, d'une certaine façon, on ne lutte pas à armes égales. Quand vous regardez les dispositifs américains, mais aussi canadiens, australiens, etc., et je ne vous parle pas des dispositifs russes ou chinois, eux, ils sont en capacité d'aller bloquer des investissements qui nuisent à leur prospérité, donc à leur intérêt compris dans un sens beaucoup plus large. Les Américains, comme souvent, ils ont un rapport un peu duplice au libre-échange et à leurs moyens de protection. Donc ils disent qu'ils protègent leur sécurité nationale, mais à l'intérieur de la sécurité nationale, ils incluent la sécurité économique, de façon plus ou moins explicite. Les Canadiens, eux, au moins, ils ont le mérite de l'honnêteté, de la transparence. Ils ont créé un concept qui s'appelle le bénéfice net national. Le bénéfice net national, ça veut dire que si un investissement étranger nuit à un certain nombre d'intérêts qui sont extrêmement larges, y compris des intérêts économiques. Ça peut être des menaces pour l'emploi, pour la stabilité d'une chaîne de valeur, une technologie qui pourrait être disruptive et dont on souhaite garder le contrôle dans le pays, etc. Et bien, pour toutes ces raisons-là, un investissement peut être filtré. Donc voilà, ce que je veux dire ici, c'est que la France a un outil qui n'est pas calibré pour protéger disons, nos intérêts bien compris, et qu'évidemment, c'est ça qui fait le lit aussi de notre désindustrialisation. Et au niveau européen là... Alors, au niveau européen, alors d'abord, il faut dire que le niveau français est bloqué en partie par le niveau européen. C'est-à-dire, ce que je viens d'expliquer, c'est l'incapacité de se protéger à des fins économiques. C'est en partie lié à la jurisprudence communautaire. Donc, l'Europe ne nous aide pas. Après, libre à nous aussi d'affronter les décisions de justice communautaire, puisqu'on l'a fait dans d'autres domaines, et d'autres pays européens l'ont fait dans d'autres domaines. Donc d'abord, elle cadenasse un petit peu notre capacité de protection. Et ensuite, elle a créé quand même un dispositif de filtrage aussi à l'échelle européenne. Mais quand on regarde dans le détail, il est assez anecdotique. C'est pour l'essentiel un système de partage d'informations. Donc en clair, s'il y a un investissement qui vient dans une PME industrielle italienne, et qui a une filiale, mettons, dans le sud de la France, alors le gouvernement italien peut dire au gouvernement français, attention, il se passe quelque chose. Bon, c'est bien, c'est un partage d'informations, c'est un début, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas sérieux, c'est pas à la hauteur des enjeux. Est-ce que notre classe politique est suffisamment au courant ou se sent concernée par notre protection de nos intérêts économiques, ou est-ce que c'est un grand impensé dans cette classe politique ? Je pense que d'abord, il y a des gens qui travaillent sur ces sujets qui sont courageux. À gauche, évidemment, Arnaud Montebourg, même s'il a parfois, ses combats ont été un peu tournés en ridicule, mais il a eu le mérite de les mettre en lumière de façon courageuse à partir de 2014. À droite, on a des gens comme Olivier Marleix qui ont aussi travaillé très en profondeur sur ces sujets. Donc, il ne faut pas être dans un fantasme les politiques ne comprennent rien, ils ne voient rien, etc. Il y a des gens qui s'occupent de ces sujets-là. Pour autant, la masse, j'allais dire, du monde politique est assez indifférent, évidemment, à ces sujets. Et de fait, on a du mal à se doter donc des bons outils, c'est-à-dire à aller dans le fond, affronter un tabou qui est de se dire oui, l'ouverture des marchés peut nous profiter, mais oui, il peut aussi nous menacer. Il faut regarder ça sans naïveté et sans paranoïa, et se donner les moyens d'aller filtrer de façon objective ce qui concourt à notre richesse ou à notre puissance, et puis ce qui nous asservit ou nous appauvrit. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas voir les choses en blanc et noir. Si on le dit autrement, la vaste majorité des investissements étrangers en Europe nous profite. On a besoin des financements étrangers. L'Europe n'est pas en capacité d'aller financer sa croissance par elle-même. En revanche, il faut évidemment aller favoriser des investissements qui vont être financiers, minoritaires dans des entreprises, et idéalement et principalement dans des secteurs qui ne sont pas vitaux pour notre économie ou qui sont ou en tout cas limiter la capacité d'influence de ces investisseurs-là
sur notre prospérité ou notre souveraineté. Est-ce qu'un des remèdes ne serait pas une plus grande prise en compte des règles de l'intelligence économique et de la formation aussi des dirigeants au concept d'intérêt de puissance? Oui, je pense qu'il y a un défaut. Il y a un défaut un peu culturel et bon, voilà, on voit en France le monde de l'intelligence économique s'y attache. Une école comme l'école de guerre économique joue un rôle assez important dans la sensibilisation des tissus professionnels et puis de nos élites. On voit que ce qui est assez frappant, c'est on se pose la question comment ces réflexions-là peuvent être autant ancrées, par exemple, dans la mentalité nord-américaine, et comment elles paraissent si étrangères à nos élites. C'est ça qui reste un petit peu mystérieux d'une certaine façon. Et si on prend ça sur un terrain plus idéologique, on peut se poser la question de pourquoi l'Europe, finalement, et en particulier la France, cultive une forme d'antilibéralisme sur les questions de microéconomie, de fiscalité, etc., assez forte, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire qu'on est en décalage assez fort avec le reste du monde occidental. Et en même temps, j'allais dire, adhère au libéralisme dans sa dimension peut-être la moins avantageuse pour nous, qui est le libre-échange. Donc on fait le choix du mauvais libéralisme et pas du bon. Évidemment, c'est subjectif, si tant est qu'il y a un bon libéralisme sur le terrain plus microéconomique ou fiscal. Mais voilà, il y a ce décalage. On donne des gages au monde anglo-saxon de modernité sur le terrain qui nous affaiblit le plus, plutôt que sur celui qui nous rend le plus compétitifs. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à voir qu'une partie de nos élites, depuis la Seconde Guerre mondiale, a été formée aux États-Unis ou a été fascinée par les États-Unis, et voir qu'elle n'a pas du tout pris en compte ce pan de la culture américaine qui est celui de la défense des intérêts nationaux, y compris sur le plan économique? Oui, cette élite c'est toujours un peu difficile de parler de cette élite comme ça, comme si c'était un bloc monolithique, mais je suis d'accord avec votre constat. Et c'est comme si elle avait adhéré au discours anglo-saxon et pas à la pratique anglo-saxonne. Parce que le discours anglo-saxon, c'est toujours un discours d'ouverture. Je me suis amusé à retracer dans le livre les discours des chefs d'État américains depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, sur le terrain notamment du libre-échange. Et c'est toujours évidemment un discours d'ouverture très fort pour eux comme pour les autres, tout en précisant quand même parfois que si d'autres États ne veulent pas jouer le jeu, ils iraient ouvrir les marchés à la pince, vous voyez, si nécessaire, par la force. Mais dans ce discours-là, vous voyez, il y a vraiment ce culte de l'ouverture. C'est la pratique qui n'est pas imitée. Donc on adhère au discours, et d'une certaine façon, on ne veut pas coller, on ne veut pas voir les pratiques réelles de ces États-là. Si vous aviez une proposition de loi à déposer sur le sujet, quelle serait la première mesure nécessaire à la défense de nos intérêts économiques? Je pense qu'il y a deux mesures d'urgence. C'est une mesure défensive et une mesure offensive. La mesure défensive, elle est liée à ce que je disais tout à l'heure, c'est de se donner les moyens d'aller mieux filtrer les investissements, y compris pour des raisons économiques. C'est-à-dire en finir avec cette doctrine qui est une doctrine d'une certaine façon de défense nationale. Oublions ça, il n'y a pas que les entreprises d'armement qui sont menacées en France. On a plein de technologies, il y a un tas de cerveaux bien formés qui détiennent des savoir-faire, des expertises extraordinaires, et on n'a pas à les laisser partir sous couvert du libre-échange ou de liberté des marchés. Donc il faut réformer ce dispositif de filtrage, première mesure. Peut-être une mesure subsidiaire serait d'exiger de la part des investisseurs internationaux publics une transparence complète sur leurs investissements à l'international, et donc y compris en France et en Europe. Les fonds souverains doivent révéler, comme le fait d'ailleurs le principal fonds souverain mondial, qui est norvégien, lui dévoile chacun de ses investissements de façon explicite sur son site. Chacun peut être en capacité de voir où est-ce qu'il investit et à quelle hauteur. Les investisseurs publics du monde en développement, qu'ils soient chinois, singapouriens, malaisiens, koweïtiens, saoudiens, etc., doivent se prêter au même jeu de transparence. Et puis après, il y a le terrain offensif. Il y a de se dire, c'est bien, on peut se protéger, mais est-ce qu'on n'a pas envie, nous aussi, non pas d'aller utiliser les armes les plus agressives et souvent illégales qui sont utilisées par nos rivaux, mais au moins de se dire que le monde et l'économie mondiale est un grand terrain de jeu,
et qu'on a besoin d'aller récupérer, d'aller chercher des actifs un peu partout dans le monde qui vont contribuer à minima à notre sécurité, vous voyez, à notre autonomie stratégique. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui très bien à quel point l'industrie des semi-conducteurs, des métaux critiques, etc., de manière générale des technologies de l'information sont critiques, sont vitaux pour notre souveraineté et notre liberté collective. À nous d'aller chercher dans les chaînes de valeur qui sont internationalisées les atouts qui nous permettent de maîtriser notre destin demain. Eh bien, François-Xavier Carayon, merci beaucoup pour cet entretien, pour la présentation de votre livre, donc Les États prédateurs, qui vient de paraître aux éditions Fayard. Et je ne peux qu'inviter nos auditeurs, nos spectateurs, téléspectateurs, à acquérir ce livre qui fait vraiment le point sur cette situation très problématique de la fragilité de notre souveraineté économique. Merci pour votre invitation.